Faut-il être politisé pour réussir sur les réseaux? Moi, ça fait plus de 10 ans que je suis sur YouTube et j'ai tout essayé. Ou plutôt, j'ai testé les deux positions en mode radical. Avant, je faisais de la provocation hardcore sur des sujets politiques et aujourd'hui, j'en parle plus du tout. J'ignore complètement le sujet. Du coup, je peux comparer froidement et vous dire ce qui marche le mieux. Mais avant ça, je veux absolument te partager cet article. C'est rarissime qu'un article m'intéresse, mais celui-là m'a fait réfléchir. Alors, c'est parti pour quelque chose que j'avais pas fait depuis longtemps, un commentaire. On est sur un article de Figaro. Oh! Et je vais en dire du bien. Moi qui... Enfin, tu sais ce que je pense des journalistes et des médias en général. Et ben là, non, l'article est bon. La croyance de luxe ou la nouvelle stratégie de distinction de nos élites. Donc le wokisme serait une croyance de luxe? Intéressant. Moi, je connaissais les produits de luxe, mais les croyances de luxe, c'est un nouveau concept? Ok, on développe. Wokisme, écologie, les croyances de luxe, consiste à professer des idées dont seul un statut social élevé permet d'éviter les conséquences. Mais que c'est intéressant. Si on veut éviter les conséquences, c'est qu'elles sont négatives. Du coup, le wokisme consisterait à professer des idées négatives juste parce qu'on peut se payer le luxe d'en éviter les conséquences. Est-ce que tu commences à voir ce que ça implique? Je vais continuer à lire, mais après je vais t'illustrer. C'est très très amusant. Donc ça constituerait le nouveau capital culturel des classes dominantes au détriment du reste de la population. Selon Maxence Carsana, qui est psychologue. Ah, c'est pas un journaliste, c'est un psy. Un psy qui écrit des piges au Figaro, d'accord. Je continue. L'analyse des motivations des élites passe souvent par celle de leurs intérêts économiques, mais cela est insuffisant pour expliquer le maintien des décisions peu rentables. Pourquoi tant d'entreprises prennent-elles un virage woke alors que le public semble ne pas suivre? On se souvient de la campagne publicitaire désastreuse de Gillette en 2019, expliquant aux hommes ce qu'est la masculinité, ou plus récemment, de l'annonce du niveau de revenu de Victoria's Secret au plus bas depuis 2020 à la suite de sa campagne inclusive. Si t'as pas la référence Gillette, il y a une pub dans laquelle les hommes, qui sont les clients en fait des rasoirs Gillette, étaient présentés comme des connards. Donc c'est assez difficile d'un point de vue stratégique, tu vois, de vendre des rasoirs à des hommes en les insultant. L'autre exemple avec Victoria's Secret, je sais même pas ce que c'est, mais ils ont dû prendre des femmes obèses pour présenter les sous-vêtements Victoria's Secret. Alors ça fait moins vendre qu'avoir des top modèles, évidemment. Et moi, j'ai pas trop ces références. Il a fallu que je me remette la pub Gillette pour me souvenir de ce que c'était. Victoria's Secret, je l'ai pas vu. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de remonter si loin. Tu vois, l'article pourrait simplement parler de ce qui se passe avec Star Wars. Donc, dans les nouveaux Star Wars, ils ont remplacé les Jedi par des femmes lesbiennes qui utilisent la force pour créer des enfants et qui chantent. C'est devenu une comédie musicale. Je te jure que c'est vrai. Ça s'appelle Star Wars The Acolyte. T'en as pas entendu parler de ce truc? Le site Rotten Tomatoes, c'est-à-dire les critiques officielles, lui donnent un score de 83%, tandis que le score du public est de 14%. Je crois qu'on n'a jamais vu une différence pareille entre ce que le système veut promouvoir comme message et un gros site comme Rotten Tomatoes, c'est un représentant du système. On n'est pas sur un petit site indépendant, c'est un des plus gros sites de critiques sur Internet. Donc il y a forcément des accords avec les studios, il y a forcément des accords avec des banques, c'est-à-dire qu'un gros site doit collaborer avec les acteurs du système, il fait donc partie du système. Et c'est ok, c'est normal. Mais le public, lui, qui en a rien à foutre, qui paye avec sa carte bancaire, et elle dit non, c'est de la merde le truc, 14%. Et du coup, le public n'a pas payé pour voir ça, alors que ça a coûté très très cher. C'est une série qui est hors de prix, c'est des centaines de millions de dollars. Donc moi, j'aurais pris cet événement actuel pour dire le wokisme, financièrement, ça a l'air de mal marcher. Go woke, go broke. Tu as pas entendu? C'est une expression américaine qui veut dire si tu pousses un message woke, tu perds de l'argent. Et c'est ce qui se passe avec Avengers, avec Disney, avec toutes les marques de bière, de rasoirs, ce que tu veux. Et du coup, pourquoi les grosses compagnies veulent perdre de l'argent? Sont-ils idiots? Non, ils sont pas idiots. Du coup, l'article s'interroge, pourquoi tant de films et de séries devancent-ils les demandes des spectateurs en termes d'inclusivité, quitte à arrêter une série avant sa fin par manque de rentabilité? Et du coup, il y a d'autres exemples. Buzz l'éclair qui est boudé par le public. Je savais même pas qu'il y avait un film sur Buzz. SOS Fantôme avec des nanas qui est un échec cuisant selon l'article. J'ai vu un peu des extraits. Ils ont remplacé les mecs par des femmes. Et apparemment, ça n'a pas marché. C'était pas drôle. Et en parallèle, l'immense succès de Top Gun Maverick, qui était un film entre guillemets de macho. Bref, une rupture semble exister entre les ambitions des créateurs et les attentes du public. Le cinéma français ne fait pas exception à cette tendance et profite de généreuses subventions publiques pour survivre. 1,7 milliard d'euros en 2022, soit 31% de son financement. Là on a peut-être un début de réponse. Je continue. Pourquoi l'école s'interroge sur de potentielles réformes permissives alors que les résultats ne cessent de chuter? Donc là, ça parle de l'école. Moi, je préfère le cinéma parce qu'au moins, tu peux juste regarder les chiffres.
Alors que l'école, tu vas dire, non, c'est mieux maintenant, c'était mieux avant, sur quels critères? La réussite au bac, ils changent l'examen chaque année. On s'en fout de ça. Donc c'est un peu subjectif, le sujet de l'école. Mais je continue quand même. D'après certains experts, pourquoi ne pas directement simplifier l'orthographe, supprimer l'accord du participe passé ou carrément supprimer les notes? Pour comprendre ce décalage récurrent, il faut réaliser que l'analyse économique possède un angle mort. L'argent n'est en réalité qu'un mode de transaction parmi d'autres. Il n'est même pas le plus important pour une certaine élite progressiste. Du coup, là, ça amène une piste de réflexion. Il ne faut pas penser qu'à l'argent, comme je faisais. Le summum du prestige, c'est de professer des idées dont seul un statut social élevé permet d'éviter les conséquences. Ça, c'est beau, putain. Ainsi, en professant publiquement certaines croyances, on signale indirectement notre appartenance à une élite et on renforce la hiérarchie sociale. Donc c'est du signalement, non pas de vertu, mais du signalement d'importance. Genre, je suis pas une merde, moi. Moi, je suis écolo. Pourquoi ? Parce que je m'en bats les couilles. Pendant que vous, les gueux, vous allez prendre le métro, prendre le bus, oubliez les voitures. Hein. Voiture électrique à la limite. Même moi, je suis en jet privé. Rien à foutre. Tu vas me dire, le woke moyen, c'est pas ça. On parle pas du woke moyen. Je suis en train de te parler de l'élite. La supraclasse, le top du top. Jet privé pour se rendre à des conférences dans lesquelles ils parlent d'écologie. Ils te disent bouffe des insectes, eux se régalent avec des steaks. Ils te disent ne voyage pas, je te le rappelle, jet privé pour eux. Ils te disent le féminisme c'est bien, ils s'en foutent que t'aies pas de copine. Eux, ils ont tout ce qu'il faut. Ils te disent ouvre tes frontières, sois gentil un peu, tu vois. Pense à l'autre. Eux, ils ont des résidences privées, des territoires sécurisés, mais ça suffit pas à expliquer le truc. Ma petite hypothèse, c'est quoi? C'est que, ok, ils ont déjà toute la liberté et le confort depuis très longtemps, mais ça ne suffit pas. Pour vraiment jouir de son confort et de ses privilèges, il faut aussi que les autres n'en profitent pas. C'est un peu comme en boîte de nuit. Quand tu passes devant la file d'attente, tu pourras pas dehors sous la pluie dans le froid. Non, tu passes comme ça, direct, et tu vas poser tes fesses dans un canapé moelleux au carré VIP, eh bien, ton plaisir est décuplé parce qu'il y avait des gens dans la file d'attente qui galéraient et qui t'ont vu passer. Parce que quand t'es dans ton carré VIP avec des top modèles, il y a des dalleux en train de galérer sur le dance floor et au bar. Tu les vois, ils te voient. Très clairement, on sait qui est au top, on sait qui est en galère. Et celui qui est au top en jouit 2 fois plus. Le bonheur, le plaisir est décuplé par l'idée que les autres n'y ont pas accès. C'est humain, c'est sale, ouais, mais c'est humain. En fait, c'est le principe de rareté. Psychologiquement, c'est très très fort. Le principe de rareté fait acheter, rend quelque chose désirable et procure du plaisir. Donc l'hypothèse de l'article serait que le wokisme ne serait pas une bienveillance universelle, mais un principe de rareté sur le bonheur pour faire en sorte que ceux qui ont le luxe d'y accéder au bonheur puissent en jouir encore plus. Et oui, le bonheur étant rare, il est devenu encore plus agréable. Je continue. Les membres de cette élite, via leur relais médiatique, sont les premiers à remettre en question la famille traditionnelle, l'intérêt du mariage, à encourager la permissivité dans l'école publique, à l'accueil d'une immigration massive, au désarmement de la police, à l'écologie punitive, etc. Ils sont également les premiers à moins divorcer, à mettre leurs enfants dans le privé, à habiter loin des zones défavorisées dans des lieux préservés et à voyager régulièrement en avion. Donc c'est ce que je vous disais, hein. La galère pour les autres, le bonheur pour soi-même. Le wokisme. Je trouve ça beau. Ça me donne envie d'être woke, de jouir 2 fois plus. J'ai une certaine liberté et tout ça, je vis bien. Ouais. Mais voir les autres galérer, j'y avais pas pensé. Ça rend le plaisir un petit peu plus savoureux. Tu vois. Je continue, je m'emballe pas. À la fin de la vidéo, je prendrai ma décision. Je sais pas encore, je me tâte. Ce n'est pas uniquement une affaire d'hypocrisie, le prestige est la monnaie la plus importante dans l'économie de cette élite. Dans une société de l'abondance matérielle généralisée, il ne suffit plus d'avoir le chauffage, l'électricité, des vêtements de qualité ou une Rolex. Non, il faut trouver un autre moyen de se démarquer des autres classes et de ses concurrents au sein de la même classe. Et cette solution, c'est ce que Rob Henderson, essayiste et docteur en psychologie de l'université de Cambridge, renomme une croyance de luxe. Le concept est intéressant. Plus l'incarnation d'une idée coûte potentiellement cher à son porteur, plus elle est prestigieuse. Putain, mais j'adore la logique du truc. C'est comme plus une montre est chère, plus elle est prestigieuse. Plus une idée coûte cher à avoir, genre une idée qui va flinguer ton pays, qui va flinguer ta famille, qui va flinguer ta vie, ça coûte cher.
Du coup, c'est une idée super prestigieuse, surtout si elle est enrobée de bons sentiments. Ainsi, en professant publiquement certaines croyances, on signale indirectement notre appartenance à une élite et on renforce la hiérarchie sociale. Cela permet d'une certaine manière de fermer la porte derrière soi. Pendant des années, j'avais entendu signalement de vertu. Ouais, mais ça va plus loin que ça en fait. Ça n'est pas que du signalement de vertu. C'est pas juste dire je suis gentil, je suis conscient, je suis woke. Et toi, t'es un barbare en fait. T'es un nazi, t'es une merde. Non, c'est pas juste ça. C'est plutôt je suis quelqu'un d'important. Et toi, t'es un gueux. C'est en réalité une histoire de prestige. Quiconque tenterait de faire la même chose sans avoir cette position et ces moyens en paiera tôt ou tard les conséquences et restera pauvre. L'altruisme ostentatoire est un luxe que peu peuvent se payer. Ce qui caractérise ces idées n'est pas leur sujet, mais l'opulence qu'elles suggèrent. Elles sont donc susceptibles de prendre des formes différentes selon les époques et la culture dominante en place. L'ascétisme, par exemple, est toujours plus à la mode dans les classes supérieures car, pour pouvoir se priver, encore faut-il déjà posséder plus que le nécessaire. Ces croyances de luxe ne sont pas forcément conscientes, ni même motivées par de mauvaises intentions. C'est même rarement le cas. Elles font, d'une certaine manière, partie du capital culturel d'un milieu éloigné de la nécessité. Donc un milieu que toi et moi, on connaît pas. Pour rappel, si tu me connais pas, j'ai été artiste de rue pendant 15 ans avant de développer de la technologie. Et j'étais très heureux, j'étais très libre. Mais je vivais pas dans le surplus, je ne vivais pas dans l'opulence, je vivais dans un camion. Voilà. Et là, on arrive sur un passage passionnant qui explique pourquoi même ceux qui ne sont pas riches veulent être woke aussi, alors que ça paraît pas logique. Je commence la lecture. En arborant les mêmes croyances que la classe à laquelle ils s'identifient, les agents de la classe moyenne, que sont les professeurs et les fonctionnaires, s'approprient une partie de son prestige. Et ce truc m'a mindfuck. Donc les profs et les fonctionnaires qui ne sont pas riches, ils ne sont pas dans le surplus et l'opulence, on est d'accord. Mais ils se disent, attends, l'élite à laquelle j'aimerais m'identifier, à laquelle j'aimerais qu'on m'identifie, elle pense comme ça. Ou en tout cas, elle prétend penser comme ça. Eh ben, je vais faire pareil. Je vais être même encore plus radical que les élites. Alors, les fonctionnaires et les profs n'ont peut-être pas réfléchi au fait que eux se prennent les conséquences en pleine gueule. Pour les profs, c'est galère. Ils sont pas heureux, les profs. Et les fonctionnaires, bon, ça tient tant que le système tient. À un moment, si le système s'écroule, la reconversion dans le privé, potentiellement, sera difficile. Mais pour l'instant, ça tient. Donc, ils s'approprient les croyances d'une classe supérieure auxquelles ils voudraient qu'on les identifie. Bon, je vais arrêter là l'article, mais j'ai trouvé ça passionnant. La croyance de luxe, j'avais pas ce concept. Moi, pendant tout l'article, j'ai en tête Jacques Attali qui dit à la journaliste « remets ton masque là, remonte-le un peu, il y a le nez qui dépasse. » Et la journaliste, putain, elle s'excuse, et là, désolé, monsieur. Et on est en plein dedans, là, c'est la caricature. On est face à un mec qui a mis le pays entier sous un masque, qui n'en porte pas et qui a le culot en face à face de dire remonte-le un peu ton masque là, il est pas bien mis. Putain, si ça c'est pas du signalement d'importance, c'est pas du signalement de vertu, c'est du signalement de moi je suis là, toi t'es une merde. Donc ça, c'est le premier aspect que j'ai trouvé intéressant. Le second aspect, c'est de voir tout un tas de gueux, des gens qui ont pas d'argent, pas de liberté, en fait, qui se prennent toutes les conséquences négatives dans la gueule et qui pourtant sont des propagandistes radicaux du wokisme. Et tu te demandes mais pourquoi vous subissez les conséquences. Je veux dire, vous êtes pro-LGBT, mais vous voulez plus d'islam dans votre pays. Vous êtes au courant que les deux marchent pas ensemble. Enfin, vous allez vous faire taper dessus, jeter par les toits. Ça va mal se passer. Et pourtant, tu vois, les mecs, ils insistent, si, ça va le faire. Bah, du coup, une explication serait le déni de réalité complet en focalisant sur le prestige et en voulant être identifié à la classe supérieure, le prestige. En même temps, le signalement de vertu, c'est aussi un peu de l'ego. Genre, ok, j'ai pas tout réussi dans ma vie, j'ai pas de copine, j'ai pas d'argent, physiquement, ça va pas trop, je suis pas en bonne santé, mais moi, au moins, je suis gentil. Moi, je suis pas un enculé. Moi, je suis woke. Tu vois, c'est pareil, c'est une histoire d'ego. Et quand t'écoutes mon commentaire, tu te dis que mon sarcasme est une façon à peine dissimulée de cracher sur le wokisme en disant que c'est pas bien. Non. Moi, je veux prendre du recul. J'essaye de sortir du gourbi, si tu veux. Woke, anti-woke. Non. Je veux analyser ça froidement. Je veux comprendre pourquoi l'élite se paye des croyances de luxe, pourquoi les PNJ recopient les élites. Tout ça m'intéresse. Est-ce que je devrais me positionner? Oui, non, comment? Et les créateurs que j'accompagne, que j'encourage, dont je pousse le succès, est-ce qu'ils devraient se positionner? Est-ce que c'est bon pour eux? La question, c'est le niveau de radicalité sur lequel tu vas te positionner par rapport
à la norme imposée par le système. Le système, c'est l'État, la télé, les news, l'école, etc. Et ce qui va compter dans le personal branding, c'est pas tellement être woke ou anti-woke, non. C'est le niveau de radicalité sur lequel tu vas te positionner. Est-ce que t'es un ultra woke, une parodie avec les cheveux colorés, les ongles peints ou quoi? Ou est-ce qu'au contraire, tu fais de la provocation anti-woke avec des blagues racistes, des blagues machistes, etc. Est-ce que t'es ultra communiste ou ultra capitaliste? Est-ce que t'es ultra cosmopolite, ultra nationaliste? Donc la question, c'est ton degré de radicalité dans ton positionnement idéologique. Elle est là, la vraie question. Soit t'es anti-système, par exemple Andrew Tate, et là, t'as une part de l'audience qui te déteste, t'as des emmerdes, il a fini en prison le mec. Soit t'es propagandiste pro-système, par exemple Usul, et ça aussi c'est des avantages parce qu'il y a toute une communauté qui va haïr le créateur en question parce qu'il va aller trop loin dans sa propagande pro-système. Et c'est ok d'être extrême. Si tu veux polariser ton audience, c'est-à-dire ne parler qu'à une catégorie de personnes, avoir des fanatiques et en face avoir des ennemis. Dans ce cas-là, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut être le plus radical possible. J'ai eu des périodes où je l'ai fait et où ça a très bien marché. Mais c'était des périodes où mon business model, c'est-à-dire l'offre que je proposais, me permettait de cibler une audience particulière et d'avoir du succès. Et à l'inverse, si tu veux une audience mainstream, c'est-à-dire tu parles à tous les âges, aux hommes, aux femmes et à tous les bords politiques, tout le monde. Et ben dans ce cas-là, il faut être soit pro-système, mais modéré, tu vois, tranquille, pas trop, soit faux rebelle, du genre tu critiques Macron, mais comme tout le monde, soit acrobate, c'est-à-dire ne pas donner ton avis, c'est ce que je fais en soi, hein. Moi j'arrête de donner mon avis. Et là, en choisissant une de ces positions, tu peux avoir une audience mainstream. Et il faut que tu fasses ça si derrière, tu as une offre qui est destinée à une audience mainstream, c'est-à-dire tu ne dois pas, par conviction personnelle ou par gaminerie, parce qu'en fait c'est une gaminerie, tu ne dois pas handicaper ton business en réduisant de la clientèle juste parce que tu veux pousser ton idéologie quand c'est pas ton taf. Je veux dire, il y a un cas de figure où il y a une exception, c'est quand tu es un militant et que ton activité sur les réseaux, c'est une activité militante. Bon bah là, radicalement, tu balances ton idéologie. Ok, parce que tu as une cible particulière. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Tu veux pas les autres, tu veux fanatiser au maximum. Mais quand ta cible, c'est tout le monde et que tu vends un produit de mass market ou que tu vends un produit qui peut être utilisé par n'importe qui, eh ben, il faut que ton discours soit un discours mainstream qui s'adresse au mass market. Si tu vends du Nutella, tu vas pas commencer à rejeter une partie de la population pour fanatiser les autres. Ça ne marche pas. Financièrement, c'est toujours un échec. Faut juste que tu présentes ton produit comme ayant des qualités. Et c'est tout. Et que toi, tu sois assez neutre pour que tout le monde t'apprécie. Et si tu me connais depuis longtemps et que tu vois bien qu'avant j'étais radical et aujourd'hui je ne le suis plus du tout, qu'est-ce qui a changé? Et c'est mon offre, c'est mon business model. Avant, je proposais une communauté privée. Et pour que ça fonctionne bien, il me fallait un engagement intense. Et pour ça, il fallait une idéologie radicale. Mais aujourd'hui, je développe Bonzai. C'est une plateforme qui est ouverte à tout le monde. Je vais jamais virer quelqu'un pour son origine, pour ses croyances, pour, je sais pas, sa religion, n'importe quoi. Ah non, c'est ouvert à tout le monde. Du coup, mon discours, il faut qu'il s'adapte. Il faut une harmonie entre ma communication publique et l'offre que je propose. Aussi simple que ça. Du coup, la question, est-ce qu'il faut go woke pour les créateurs? Pour les gros créateurs, ouais. Pas trop radical, mais un peu woke. Pourquoi? Parce qu'il y a une pression sociale de la masse et du système. C'est pas juste les profs et les fonctionnaires qui veulent s'identifier aux élites et qui veulent être woke. Non. Il y a une grosse partie de la population qui a une mentalité de suiveur et ils vont suivre le système, ils vont suivre la télé, ils vont suivre les médias, ils vont suivre les politiques en place. Et donc, si tout ça est woke, ils vont aller vers le wokisme dans le doute. Et pour les séduire, pour qu'ils s'identifient, il faut faire « ouais, je suis pareil que vous, je suis woke ». Pas le dire comme ça, tu vois, mais légèrement laisser comprendre que t'es quelqu'un de gentil, que t'es pour l'inclusivité, pour la diversité, pour le progrès, enfin, toutes les valeurs positives prônées par le wokisme. Si t'es créateur subventionné, alors là, t'as pas le choix. Tes subventions, elles viennent d'où? C'est qui décide du chèque qu'on te donne? C'est des institutions qui sont porteurs de cette idéologie. Donc, t'es obligé de t'aligner, tu vois, sinon ils te rejettent, c'est normal. Et pour les petits créateurs, là, pour moi, c'est comme les fonctionnaires et les profs, on est dans du mimétisme absurde. Financièrement, c'est déficitaire et c'est un mimétisme de prestige. Et Tougan nous l'a enseigné, c'est le prestige versus le profit. Et moi, je dis qu'il faut toujours choisir le profit. Pourquoi? Parce qu'avec de l'argent, le prestige, on finit par se le payer. Et j'en suis le parfait exemple. J'ai passé 10 ans à dire que de la merde sur YouTube. Tout ce qui était interdit et tout, provocation maximale. C'était de la gaminerie. Ouais. Mais il suffit que je fasse quelques projets un peu smart qui apportent de la valeur et que surtout que je génère de l'argent, et le prestige, je me le paye. Je veux dire, je suis respecté au quotidien. Les gens
essayent de me contacter et je dois payer des employés pour filtrer, pour qu'on n'ait pas trop accès à moi. Et ceux qui essayent de me contacter sont pas des fanatiques. Ce sont des entrepreneurs, ce sont des créateurs qui réussissent et qui veulent prendre conseil. On n'est plus du tout dans un truc de radicalité. Non. On est dans des gens qui perçoivent de la valeur en m'écoutant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me suis payé du prestige. Alors moi, je me le suis payé en offrant de la valeur. Bon, on peut se le payer de plein de façons. On peut se le payer avec des réussites sportives, réussites business, réussites artistiques, que sais-je. Et on peut se le payer avec de l'argent. Je te donne un exemple. Poisson Fécond, qui est passé dans Sans Permission il y a pas longtemps, il nous explique que ça fait 10 ans qu'il fait une chaîne YouTube sur des sujets qui l'intéressent à peine. Il fait ça pour bouffer. Ouais. Maintenant, il utilise ce pognon plus sa renommée et sa célébrité pour se payer le prestige d'un projet artistique. C'est-à-dire que sereinement, il peut aller écrire un bouquin avec de la musique et des images et tout, un truc, il sait pas si ça fera de l'argent et il s'en fout. Il a déjà son business qui tourne et qui fait de l'argent. Ok? Il a déjà le profit. Et maintenant, il utilise le profit et la renommée pour se payer le prestige d'être l'auteur d'un livre qui lui plaît. Il a raison. Teddy Boy RSA, que vous connaissez aussi, il a fait l'inverse. Il a voulu le prestige d'un bouquin sur les jeux de rôle qui le passionnait, il a fait un super truc. Mais il a fait ça sans avoir le confort de l'argent. Il n'avait pas encore de fric. Et du coup, il a fait son projet artistique prestigieux à perte, en galérant, ça lui a pas assez rapporté et il a vécu des difficultés. C'est-à-dire que tout le process était stressant parce que pas trop de sous. Et maintenant que c'est fait, toujours pas trop de sous et il doit revenir à un process de profit pour se remettre à flot et de nouveau se sentir bien. Il a fait l'inverse. Il a fait le prestige avant le profit. Et je dis pas ça pour le clasher. Teddy est un pote qui a suivi sa passion, qui a eu beaucoup de courage et qui s'est sacrifié pour le prestige. Le prestige n'est pas négatif. Je suis pas en train de cracher dessus. Je suis pas en train de dire que le prestige c'est une connerie d'ego et tout ça. Non. C'est bien d'avoir des aspirations supérieures et de vouloir plus que l'argent, de vouloir le prestige, la gloire, les honneurs, de vouloir apporter de la valeur, de vouloir faire un chef-d'œuvre. C'est ce que Teddy a fait, c'est ce que Poisson Fécond veut faire, c'est beau. Oui, mais statistiquement, ça marche mieux quand on a déjà fait de l'argent avant. Et je reviens à ma question pour les petits et moyens créateurs. Est-ce que ça vaut le coup de devenir un agent du wokisme? Bah oui, pourquoi pas, woke ou anti-woke, suivant la sensibilité, capitaliste, communiste, suivant la sensibilité. Ouais. Faut juste que le niveau d'intensité de la radicalité soit en harmonie avec l'offre du créateur. Si le créateur a une offre très spécifique, il peut être radical dans son positionnement idéologique. C'est ok, ça va créer du fanatisme sur une petite audience, il va réussir. Mais s'il a une offre tout public, qui s'adresse donc à une audience mainstream, eh ben il doit parler à tout le monde. C'est simple, non? Donc le conseil, c'est faites pas les gamins, balancez pas votre idéologie quand on vous l'a pas demandé. Et surtout, là je vais t'écrire la phrase parce qu'il faut que tu la retiennes, ne balance pas ton idéologie si son intensité est en conflit avec ta stratégie d'offre. C'est ce que je viens de t'expliquer avant, mais là je l'ai résumé en une phrase. J'espère que tu as compris, si c'est pas le cas, tu te le repasses. Je te fais une bise. Et si tu veux me voir en privé pour recevoir de l'accompagnement et que je t'aide à avoir le plus de succès possible dans ta carrière de créateur, il y a un lien en description. Mon assistant te donnera des conseils et si ton projet est correct, tu seras mis en relation avec moi. Je te fais une bise. À tout de suite, on se retrouve de l'autre côté.